en direct à Collioure, dans un lieu non secret, contrairement au lieu où on stockait les Ukrainiennes la dernière fois. On est au musée d'art contemporain et moderne de Collioure, en présence de Claire, de Razerka et de Mireille. Si vous aviez un œil extra, il y aurait une personne en jaune qui s'appelle Camille, qui lance un sandwich, alors que nous travaillons. Elle a vraiment que ça à faire. Donc, Claire, tu es directrice du musée d'art moderne de Collioure. Qu'est-ce à dire, Claire? Vous pouvez répéter la question? Claire Muchir. Claire Muchir. Comme ça, les gens te repèrent à peu près. Donc, Claire Muchir, ce musée, il est situé où et il existe depuis quand? Et qu'est-ce que tu y fais? Alors, le musée existe depuis 1934, même si on questionne encore sur la nouveauté de son ouverture. Je me souviens parce que j'y étais à l'inauguration. Alors, il n'était pas dans cette belle demeure à l'origine, mais dans l'hôtel de ville, et c'est en 1985 qu'il s'installe dans cette très belle villa, anciennement propriété du sénateur Gaston Pams. Et donc, c'est vrai que le musée constitue un endroit un peu privilégié, un peu à l'écart, mais qui se fait découvrir dans Collioure, juste en dessous, au bas en fait, de ce qu'on appelle la colline Pams, qui était l'ancien jardin de la demeure. Voilà. Alors, Razerka, avant, tu es metteuse en scène à la base? On va dire ça. Oui. Ouais. Et tu as, depuis l'année dernière, on peut le dire, lancé un petit festival. Et comme tu t'es pas cassé le tronc, tu l'as appelé le Petit Fest. Le Petit Festival. Ah, le Petit Festival. Et j'ai ajouté de la Côte-Vermeille. Parce que c'était vraiment lié à ce territoire. Donc voilà. Donc c'est sur 4 villes de la côte rocheuse, enfin la côte Vermeille. Oui, côte rocheuse et Vermeille. Et Vermeille. Et c'est Collioure, Port-Vendre, Banyuls et Cerbère. Ouais, on dirait une ligne de train, disons. Ça ressemble un peu à une ligne de train que j'emprunte souvent, n'ayant toujours pas mon permis de conduire. Mais le paysage est tellement beau que voilà, on apprécie quand il est à l'heure, quand il n'est pas supprimé au dernier moment. Je dirais des amis cheminots, mais c'est pas eux qui décident. Mais mes camarades de la CGT disent la même chose que toi, figure-toi. Je sais. Mireille. Oui. Donc. Nicolas. Mireille Falquès, édition Les Traboucaires. Ça existe depuis combien de temps cette histoire? 1985. 85. Voilà, comme le déplacement. Voilà. et à la base, c'était de la littérature érotique. Tout à fait. Et après, vous avez fait. On a dérivé. Hein, voilà, vers la littérature et les livres d'art. Non, c'était quoi? Au départ, c'était pour publier du catalan ici, quoi. Ouais. Et puis de l'histoire, apprendre aux gens de ce territoire leur histoire. Et bon, on continue toujours. Bien. Alors, j'ai une voix derrière moi. Oui. C'est Pierre Parcé. Oui, t'as oublié. On a supprimé l'image de Pierre Parcé. Il y avait aussi. Ça lui va très bien. Non, mais parle fort parce qu'on doit t'entendre quand même, si on ne voit pas. Voilà, alors tiens, voilà. Vas-y Pierre, parle. Je n'ai rien présentement à te raconter. Voilà. Donc il sera mon co-animateur et c'est là qu'il le découvre. Bon. S'il veut poser des questions, c'est mon Laurent Baffy à moi. Donc je dois tenir le micro, c'est ça? Non, non. Si tu as des questions disruptives comme tu sais les faire, je ne permettrai pas. Voilà. Alors on va revenir. Donc ces 3 femmes sont symboliques, puisque ce sont des femmes de culture sur le même territoire. Donc on va commencer, puisque le prétexte a été une nouvelle exposition au musée, et c'est une exposition de peinture. Est-ce que vous faites la sculpture aussi ou uniquement la peinture? Non, on n'est pas sectaire, on fait aussi de la sculpture, même si on n'en présentons que 2 dans cette exposition. En fait, l'idée de cette exposition, qui s'intitule Collioure au Babel des Arts, c'est d'évoquer les artistes étrangers qui sont venus travailler à Collioure entre 1905 et 1945, et donc de faire émerger des artistes
dont les noms ont souvent été oubliés, des histoires qui sont un peu restées dans l'ombre. Donc c'est pas Matisse Picasso pour le coup Exactement, exactement. C'est justement l'anti-Matisse Picasso. Ouais. C'est montrer comment derrière les grands arbres se cachent des forêts. Voilà. En fait, et les forêts sont denses et c'est très agréable de se promener à l'ombre de ces forêts. C'est pas parce qu'ils sont pas connus qu'ils n'ont pas de talent. Exactement, exactement. Et donc c'est faire ce travail de recherche pour faire ressortir et découvrir cette histoire. Et je crois que dans l'exposition il y a beaucoup de découvertes. Donc aujourd'hui on est avec qui? Aujourd'hui on est avec qui? Oui, le peintre. L'expo. Ah oui, alors oui, c'est Mabel Desarmes. Oui, c'est ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a des artistes allemands, des artistes polonais, des artistes suisses, britanniques, qui sont venus pour des raisons diverses à Collioure, soit pour s'inscrire dans les pas de Matisse, soit parce qu'ils étaient malades. Tuberculeux, je ne répondrai pas, tu ne vas pas me distraire de mon discours. Donc soit parce qu'ils étaient tuberculeux et qu'ils sont venus profiter de la clémence de ce climat, soit parce qu'ils n'avaient pas un sou et que la vie était quand même peu chère à Collioure. Oui, ben on en est tous là. Été. Ouais. Ou soit parce que, en effet, à un moment donné, il fuit la guerre ou il passe la frontière. Donc c'est autant de parcours de vie, c'est autant d'histoires d'amitié, autant d'histoires d'hommes, de rencontres. C'est une exposition qui est, je pense, très humaine, où l'on rencontre au-delà des artistes, des hommes et des femmes qui ont découvert Collioure et qui, je pense, l'ont sincèrement aimé. Bien, Razerka, on était... Est-ce que tu peux nous faire en 2 mots le résumé de l'expérience de l'année dernière sur ton musée? Non, je déconne. C'est pas un musée, c'est un festival. Oui. Non, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'expo aussi, c'est que j'ai vu samedi, c'est le regard complètement nouveau que j'avais jamais vu dans la peinture ici, enfin à Collioure, même s'il y a des très grands peintres qui sont passés. C'est le regard qu'ont porté ces hommes et ces femmes sur cette population qui était là entre 1905 et 1945. Et on est quand même sur 2 guerres. Donc il y a notamment un tableau magnifique avec des soldats africains que je trouve absolument magnifique. Et c'est vraiment, ça témoigne, je trouve, d'une manière complètement différente de ce qu'était cette ville, de ce qu'était Collioure à cette époque, et qu'un Collioure coloré, avec des populations qui ont participé vraiment à l'histoire de ce pays et qu'on voit pas souvent, quoi. Donc j'étais super contente de voir tout ce métissage en fait, et surtout ce regard de gens qui viennent de l'étranger sur une population sans préjugés, sans a priori, et ça m'a beaucoup touchée. Au-delà, enfin, et ton festival, tu veux pas en parler? Si, mais c'est parce que vraiment, je réagissais. C'est pas grave, je veux dire, si tu crois pas, tu nous le dis, on peut t'aider. Alors, le petit festival, alors c'est une première, c'était la première édition l'année dernière que j'ai vraiment monté comme ça, sur un grand enthousiasme, et j'avoue que, comme je le disais l'année dernière, ça a marché. C'est-à-dire que les communes ont suivi, tout le monde a suivi sur ce projet qui peut s'étirer sur 4 ans, puisqu'on travaille sur les 4 éléments. Donc c'est un hommage un peu à un parrain qui est imaginaire, qui est Bachelard, qui a écrit qui est donc un philosophe des sciences, et qui a vraiment transposé la question scientifique vers l'imaginaire poétique. Donc nous, c'est ce qui nous importe. En fait, le petit festival, c'est un festival qui s'empare de la question environnementale, mais à travers l'acte poétique. Donc l'année dernière, c'était l'eau. Et comme ça, de façon très rapide. Et là c'est la sécheresse, donc c'est la terre. Et là, c'est la terre. C'est la terre. Donc l'eau, c'était super parce qu'ici, il y a plein de choses. Il y a la mer. Et puis, il y a tous les problèmes qui sont liés à la mer et à l'eau. Et puis, il y a des instituts qui sont magnifiques de recherche. Donc, en particulier, le laboratoire Arago. Et cette année, on travaille sur l'élémentaire. Et alors là, c'est encore plus vaste parce qu'on j'ai eu un peu plus de temps, que j'ai pris mes marques, donc j'ai pu rencontrer des gens passionnants, et c'est vraiment le lien entre toute la richesse de ce territoire avec des gens qui passent leur vie à inventer des choses
pour que ça continue à vivre, pour que la terre continue à vivre, et puis des artistes qui aussi qui ont le même engagement et qui viennent pour soutenir cette question environnementale et cet amour du vivant. Donc voilà, on est là-dessus et on a toute une programmation que je vous invite à regarder sur le site. Voilà, est-ce que ça va, ça? Oui, j'ai bien aimé ta recette. Alors, tu peux te rapprocher, parce qu'à mon avis, pour le son, ce sera mieux, comme ça on entendra moins les jeunes délinquants de Collioure que toi. Ils viennent manger à l'abri des eucalyptus. Donc, oui, ce sont des koalas, oui. Même la délinquance arrive chez les koalas. Oui, alors, donc, sur Collioure, toi, tu es l'image façon livre de ce territoire que tu produis en tant que... Il y a notamment un livre de Pierre, mais qui est en papier, c'est la blague que je devais faire, dont nous parlerons. Pourquoi c'est important finalement pour toi est-ce que les gens connaissent leur territoire? Parce que c'est aussi ça qui vous lie. C'est vous connaissez le territoire. Alors, et vous donnez à voir le territoire par vos actions diverses. Et je pense aussi au camarade Pierre qui fait de la photo. Ben oui, pour rebondir sur l'image qui a été montrée là, des portraits, finalement, oui, en peinture, voilà, c'est un très beau portrait effectivement d'Africains. Et moi, cette année, effectivement, j'ai sorti beaucoup de portraits de gens qui parlent d'eux-mêmes, qui se racontent, et à travers en se racontant, ils racontent la vie de ce territoire, quoi. Alors sur 2 thématiques différentes, la mer. D'ailleurs, l'année dernière, on était venu participer au festival dans le cadre de Pignon-sur-Mer. Et les gens qui... C'est un autre festival. C'est un autre festival. Oui. Il y a 2 festivals qui ont pour thème l'art et l'environnement. On a le festival Pignon-sur-Mer, qui est un très beau festival, qui est mené conduit par Anne Guyot. Oui. Mais bon, c'était pas leur première année. Et nous, c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau. Voilà. Et moi, contrairement à elle, ou peut-être contrairement à vous, le territoire, je ne le connais pas. Et par contre, j'apprends à le découvrir. Et quelque part, je rends compte de mes découvertes pendant le festival. La programmation se tisse au fur et à mesure des rencontres, au gré des rencontres que je fais autour du thème. Donc ça me permet de rencontrer des vignerons, par exemple, ou des agriculteurs cette année, des paysans, enfin des gens qui sont impliqués. Oui, des portraits des photographes. Eh ben oui. Et là, ce sont les vignerons, c'est ça? Alors, il y a la partie mer, c'était des gens qui ont vécu sur la côte, alors rocheuse, ou encore un peu plus, ça va jusqu'au Barcarès, et qui racontent donc leur vie, comment on vivait de la mer autrefois, quoi. Donc c'est des témoignages. Et alors le but des témoignages, c'était de les faire parler de comment ils cuisinaient, ce qu'ils pêchaient, quoi, de garder cette mémoire de la cuisine, qui est une forme de culture, quoi, puisque c'est c'est ce que tu as sous la main, que tu utilises. Et bon, de fil, ils racontent donc cette vie simple, et ils donnent leurs recettes qui sont tout aussi simples que la vie qu'ils menaient. Et bon, c'est très intéressant. Il y a des choses sur les dauphins dans les criques, qui arrivaient à Collioure, le dauphin qui était quand même un animal pas très recherché, parce qu'il mettait à mal les bandes de poissons. Les marsouins étaient détestés par les pêcheurs. Voilà, ils étaient détestés par les pêcheurs. C'est ce genre de témoignages et de pêche, et de techniques de pêche. Et après, bon, pour avoir un aspect un peu plus festif, c'est sur la cuisine, quoi. Ils donnent des petits trucs sur comment le calamar, comment tu veux dire la cuisine, les recettes de la mer. Oui, eux, ils faisaient le poisson frais, quoi, parce que toutes les techniques de conservation, parce que le poisson frais, ça ne garde pas, donc il faut de suite, soit tu le cuisines, soit tu fais des tu le conserves dans le sel, tu fais des bocaux, un tas de choses comme ça. Alors ça, c'était pour la partie mer. Et pour la partie terre, finalement, je m'aperçois que je suis allée d'un livre de portraits à un autre livre de portraits cette année. Et donc ça doit être, tu vois, ça est dans l'air du temps, quoi. Les gens ont envie de raconter des choses. Tu aurais voulu être Pierre pour faire des portraits et... Eh bien oui, voilà, il en fait de très bons. Oui. C'est le spécialiste du portrait, pas que. Il refait le portrait. Exact. Donc plutôt sur les vignerons ou les gens de la culture de la vigne, quoi, et du vin.
Voilà, met en valeur. Ah ben, Voilà, merci voilà, Claire. merci, Voilà. merci Claire de présenter. Donc la couverture là, c'est Pierre qui a Oui. une couverture de Pierre, si je Voilà, le dis. Pierre Ah, Je vais elle pas fait la refaire photo. ça, voilà. Alors raconte-nous. Ah oui, la justement- photo est derrière en entier. Ouais. Hmm. Pierre, raconte-nous justement pourquoi l'étoile, la bouteille de l'étoile de Trouillas. Rapproche-toi du micro, n'aie pas peur, il va. Pourquoi la bouteille étoilée? Ouais, bon, voilà. Mais parce qu'autrefois c'était présent dans toutes les maisons, les bouteilles étoilées. Ouais. Et que le livre raconte comment dans le département, on pourrait dire à partir des années 70 Ouais. jusqu'à nos jours, ce livre raconte un peu les bouleversements dans le monde du vin, de ce qui s'est passé, voilà. Et donc la bouteille étoilée, elle exprime ce qu'était effectivement ce monde du vin dans les années. Mais oui, oui, c'était les bouteilles qui étaient consignées, donc on ramenait. Voilà. Ça, c'est une bouteille de Trouillas. Alors c'est à une certaine époque, je passais souvent dans la coopérative de Trouillas. Je ne sais pas comment ça s'est fait. J'avais dû repérer ou un jour je suis rentré dans le stand de vente et je me suis dit ça, un jour ça va disparaître. Et donc je leur ai acheté une bouteille étoilée. Ouais. Que j'ai toujours à la maison, et les bouteilles étoilées, t'en trouves plus aujourd'hui, avec la capsule, tu sais, que tu faisais sauter comme ça. Voilà, mais c'était dans le livre, le livre, il est intéressant, parce que par la diversité de tous les témoignages, ça donne vraiment comment dire ça, un paysage avec des points de vue très différents, mais tout ça, ça converge un peu. C'est vraiment intéressant. La diversité, oui, c'est intéressant. C'est des gens très différents. Il y a des vignerons, il y a des négociants, il y a des journalistes. Mais ce qu'il en ressort, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment d'un point de vue historique, nous ce qu'on a connu aussi dans la famille, on l'a vécu nous ça. Oui, parce que les parcers sont aussi des vignerons. Et on se souvient bien comment c'est vraiment la façon dont même de l'extérieur des personnes, le point de vue le jugement, le regard porté sur le monde du vin dans ce département a changé. Non, c'est très intéressant. Mais est-ce que la qualité du vin était du coup moins bonne parce que c'était un bouchon en plastique? Pourquoi on est passé au liège alors? Est-ce que le liège, ça a été une montée en gamme? Alors, pour te répondre, je dirais un peu à travers juste quelques mots, je me souviens qu'il y avait une expression qui a disparu, qu'on entendait ici, et par exemple, pour le dimanche, tiens, par exemple, c'est dimanche. C'est dimanche aujourd'hui. On va ouvrir une bouteille bouchée. Ah oui. Tu vois, ça voulait dire ça veut dire qu'il y avait un bouchon et que le reste du temps, tu ouvrais un truc avec une capsule et tout ça. Bon, ça veut pas dire que tout le monde, mais On considère par les vignerons que finalement la bouteille vissée conservait mieux que le bouchon de liège. Ça c'est un grand débat, mais c'est des débats un peu récents, ça. Hein. C'est des grands débats sur aujourd'hui la question du liège, et pas sur la planète. On fait du vin maintenant sur tous les continents et il n'y a pas assez de liège pour tout le monde. Donc, mais ça fait longtemps que des expériences sont menées sur des capsules à vis. Alors il y a des continents dans lesquels on ne veut plus de bouteilles bouchées avec du liège parce que on préfère les capsules à vis parce que ça évite les risques de coups de bouchon. Bon, ça c'est une chose, mais le bouleversement va se faire. Mais quand même, là c'était différent. C'était pas des capsules à vis, c'était la capsule en plastique que tu faisais sauter là. Ouais, voilà, il y avait juste. Des petites étiquettes qui étaient collées à la bouteille et en fait on pouvait ensuite les mettre sur un espèce de petit papier comme ça, et quand on en avait 10 ben on avait le droit à une bouteille enfin tu vois c'était comme je parle de ça, c'est une région parisienne mais c'était vraiment toute une manière de vendre et de consommer du vin de table. Oui, mais le rapport au vin était complètement différent. Aujourd'hui, on considère
enfin, je pense assez peu ou rarement, malheureusement, le vin comme un aliment. Alors, autrefois, c'était évident alors, souvent, on buvait surtout les vins d'ici, qui étaient des vins qui ont toujours été des vins, comment dire ça, avec des vignes de Grenache, des vins qui avaient des degrés un petit peu élevés. Alors aujourd'hui, ça pose un problème. Autrefois, non, parce qu'on buvait toujours le vin avec de l'eau. On ne buvait pas le vin pur. Donc ça posait pas de problème. Au contraire, ces vins-là, ils étaient très stables, donc ça allait bien à tout le monde. D'accord, parce que dans la peinture, il y a énormément on retrouve énormément de peinture avec des bouteilles, en fait. Il y a énormément de gens qui ont peint. Enfin, la table, les bouteilles de vin. Peut-être moins aujourd'hui, j'ai l'impression. On est moins dans du figuratif. Alors, oui, mais c'est vrai qu'on associe au cubisme la bouteille avec le verre, l'univers du bistrot, l'objet quotidien qui devient objet de peinture. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup, dans le début des années du 20e, ce thème-là. Mais oui. Et puis c'est vrai que c'est amusant comme aujourd'hui, j'imagine que le vin est devenu quand même plutôt un produit de luxe à tonalité festive ou en tout cas de qualité. On n'est plus dans le vin quotidien, mais plus dans le vin d'occasion. Il y a la loi Evin qui ne favorise pas le vin. Donc parfois, c'est pour ça que moi je reviens toujours sur cette question que le vin au départ c'est un aliment. Et on aurait tendance aujourd'hui à beaucoup, je sais pas comment il faut dire, intellectualiser ou quoi, je sais pas comment il faut dire ça, tu vois, intellectualiser, c'est-à-dire à plaquer là-dessus un discours souvent très très compliqué. Mais d'abord, c'est bon, c'est pas bon, ça te plaît pas. Et dans la dégustation, tu dégustes des différentes cuvées côte à côte. Le premier critère, est-ce que je vais vers celui-là ou celui-là, parce que j'ai des affinités avec ça. Avant, des grands trucs compliqués. Tu peux pas non plus oublier que c'est. Tu peux pas oublier aussi il y a aussi la problématique de l'alcool. Donc de la consommation de l'alcool, de l'alcoolisme. Ce serait pas des racontars, est-ce que c'est pas compatible, c'est ça. Enfin voilà quoi. Et bon, voilà, le vin, c'est un aliment, certes, mais il y a aussi les conséquences de la consommation du vin, et ça, on ne peut pas non plus... La joie. La convivialité. Sinon, comment dire ça, la sieste peut encourager la paresse aussi, enfin, tu vois, c'est dangereux comme... Moi, j'adore le vin, mais il y a aussi... voilà, il y a une partie qui est aussi... compliqué, pas par rapport au vin, mais par rapport à l'alcool en général. Quand on voit les restrictions, enfin toutes les lois de consommation, et qu'on propose par exemple aux jeunes de fêter les choses en leur proposant en plus des boissons qui vont suractiver les effets de l'alcool et toutes les conséquences que ça a, moi je trouve que c'est problématique, quoi. C'est la question, c'est que c'est pour cette raison-là que c'est si important comment dire ça, d'approfondir, de comparer, d'avoir un jugement sûr, parce que plus le jugement va être sûr en finesse, plus, à mon sens, plus les personnes seront justement protégées des excès. Et c'est ça la question, c'est que quand on devient vraiment exigeant, on voit ici dans le département, l'exigence fait que dans le département, on ne revient pas à la bouteille étoilée. C'est parce qu'une fois qu'on a dégusté un vin qui était en finesse, on va toujours exiger de revenir à quelque chose au moins à ce niveau-là. On va même souhaiter mieux. Et donc, c'est ça qui va protéger des excès, à mon sens. Hein. Mais en fait, c'est toujours la question de la culture. Donc, pour tout, en fait. Le vin, comme pour le reste, comme pour la peinture, comme avoir envie de partager des connaissances pendant 5 jours sur un festival. Et c'est d'avoir envie d'apprendre des choses. Oui, c'est des jeunes qui viennent là visiter. Ils viennent là pour apprendre quelque chose, et c'est pour les mettre à l'abri, si je puis dire, d'une espèce de conception un peu non qualitative, que ce soit d'image ou ça peut être. Donc
cette question, elle revient, qu'est-ce que ce soit pour les arts plastiques, pour le vin, pour la musique, pour la politique. Oui, mais oui, j'ai encouragé à lire, à lire, à comparer, à s'instruire. Sinon, effectivement, tu peux pas, il n'y a pas de débat. Ce qu'on essaye de faire en fait à travers ce festival, enfin, c'est de manière festive essayer de rassembler des gens qui ont des connaissances et qui vont avoir envie de nous transmettre des choses de manière comment dire, pas je vais pas employer le mot vulgarisation parce que c'est pas un mot que j'aime, mais parce que c'est vachement important de rendre accessibles les choses. Parce que si on veut qu'il y ait des informations, des connaissances qui soient transmises, qui soient digérées, il faut que ça puisse passer. Donc la question de la manière dont on transmet, la manière dont on présente les choses, que ce soit dans un musée ou dans un festival, c'est vraiment essentiel. Et c'est un peu la question, c'est comment faire aujourd'hui. C'est pour ça que la question de l'accessibilité, moi je suis persuadée qu'elle est liée à celle d'échelle. Et qu'on a la chance tous de travailler à échelle. Ah, pas d'escabeau, rien à voir. Pas d'escabeau, moi je suis pour l'échelle, à échelle humaine, dans un musée qui est à échelle humaine, dans le petit festival qui porte en son nom la dimension réduite sur des petites parcelles avec une maison d'édition à taille humaine. On crée les conditions de convivialité, d'écoute, de réception, de découverte. On n'est pas dans des lieux intimidants. Et je crois que les grandes structures aujourd'hui, elles sont intimidantes, elles peuvent faire peur. Tu as peur du Gug? Moi, complètement. C'est des lieux qui peuvent être complètement effrayants. En fait, effrayants parce que hors échelle, ça ne nous concerne pas, ça ne nous touche pas. On ne se sent perdu. Or, quand on est accueilli chez des gens, on est bien accueilli quand la personne vient, nous propose une chaise, nous offre un verre de vin. Et je crois que cette simplicité-là, cette humanité en fait dans l'accueil, elle fait partie intégrante de nos missions éducatives ou de médiation ou de voilà de. Combien de mètres carrés ici par exemple? Enfin pas d'exposition s'entend parce qu'effectivement. D'exposition, on doit avoir 300 mètres carrés. Ah, quand même. Quand même, c'est une belle surface. C'est plus grand que mon appartement, dis donc. Raspoutine, viens, on déménage. Le jardin participe de l'accueil. Ouais, c'est ça. Ça qui permet après de bien rentrer dans le musée. Quoi. Non, puis on a le temps vraiment de s'en approcher, de les regarder, l'œuvre, elle n'est pas comme ça inaccessible, quoi. Et on n'est pas fatigué. Il y a la notion aussi de confort, de plaisir. On n'est pas là, un musée ne doit pas être un lieu épuisant, fatigant. C'est pas le marathon. On se bat pas voilà, pour c'est pas Joconde. j'ai fait tel musée. C'est comme une espèce de prouesse, un exploit sportif. Non, là on n'est pas dans l'exploit sportif au musée de Collioure. On est dans la détente, le plaisir. On peut s'asseoir, on peut prendre le temps, de regarder, de discuter. On a les jardins où la visite peut se prolonger, voire s'éterniser. Et tous ces espaces-là, moi je les pense aussi indispensables que le propos scientifique qu'on tient au sein de l'exposition. L'un ne va pas sans l'autre. Tu tiens un discours de Saint-Exupéry dans une lettre qu'il écrivait à son général sur la lenteur. J'adore la lenteur. Vive la lenteur, oui. Et on n'est pas, encore une fois, dans une accélération. Il faut qu'on se réapproprie le temps. Et le musée, c'est un espace où on peut prendre le temps. Voilà. Et le festival, c'est la même chose. Et si le thème du festival, c'est la terre, justement, c'est dans ce lieu-ci, sur la côte rocheuse, le travail, des murettes, pour ce qu'on va aborder, évidemment, quand même, et on va aborder à travers la peinture, avec l'exposition de Patrick Jude sur la disparition du domaine viticole, et le film de Anne Julien, Les jardiniers de l'espace, qui est un film qui a 20 ans, où elle parle vraiment de la relation entre le lien indéfectible entre cette culture du vin ici et les murettes. Qui est vraiment, tu me dis si je me trompe, une manière d'irriguer le sol, qui est vraiment lié au système d'irrigation et qui est vraiment propre à ce territoire-là, qui en fait quelque chose d'unique en fait, mais qui tend à disparaître pour des raisons peut-être essentiellement de main-d'œuvre, je pense.
il y a plusieurs facteurs à prendre en compte là-dessus. Oui, c'est la question des murettes, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Mais enfin, c'est vrai que c'est dans la... On ne peut pas imaginer ce paysage sans la présence de tous ces paysages façonnés par des générations. Ouais. Qui étaient utilisés aussi bien pour que ce soit la vigne ou les oliviers. Hein. Toujours des murettes. Ça. Après, c'est fastidieux. Hein, J'ai lu Non, vas-y. Non, mais je rigole parce que je tends le micro d'un côté et l'autre comme si on jouait au ping-pong. Donc, je me divertis comme un enfant. D'ailleurs, je vais les rejoindre. Vas-y, continue. Ouais, j'ai pensé à ça sur la question des murettes, au-delà même de la question d'agriculture. Alors, je me souviens pas de l'auteur. Il y a quelques années, je tombe sur un livre d'un médecin qui avait bien connu Mayol, et je savais pas ça. Que Mayol, à un moment de sa vie, était passé par ce qu'on appellerait aujourd'hui une dépression, vraiment une dépression, quoi, mais vraiment méchante. Et apparemment, il n'en parlait pas, donc les gens ne sont pas trop rendus compte de ça. Et il raconte comment c'est lui qui le dit, que grâce à ce qu'il appelait la métairie, l'atelier actuel qui est devenu musée, en reconstruisant des murettes, il s'est reconstruit comme ça progressivement. C'est vrai que c'est un travail, le peu que j'en connais, et j'en connais pas grand-chose, mais cette espèce de concentration, d'ailleurs on le voit dans le film de Anne Julien, c'est le gars qui trouve une pierre et qui se dit, mais complètement dans un autre moment, il trouve cette pierre et il se dit, ah, c'est cette pierre-là, c'est ce format-là qu'il me faut, qui me manque pour construire ma murette. Donc c'est quand même une organisation, c'est un travail d'imaginaire, d'imagination, de transposition. Enfin, c'est un travail extrêmement lent. Et moi, que je trouve, c'est à la fois extrêmement dur physiquement et en même temps très méditatif. Donc c'est drôle, je trouve, comme façon de faire. C'est complètement, je trouve, à contre-courant du temps dans lequel on est là, où il faut aller vite, où on doit trouver des réponses vite, comme tu disais tout à l'heure, Pierre. C'est la question du livre aussi. Hein. Le livre, c'est garder une emprise sur le temps, se laisser s'autoriser à le prendre. Mais prendre le temps de lire, je pense que le faire et de lire. Oui, c'est un des soucis du livre, c'est que les gens ils prennent plus le temps de lire. Hein. De toute façon, c'est ça. Il faut leur prendre le temps pour les faire lire. Il faut réapprendre le temps de lire. Hein. De lire et d'écrire. Alors, nous, c'est la reine de la transition. Non, mais c'est vrai parce que dans le petit festival, je me suis amusée à mettre en place un concours d'écriture. Voilà. Ah, ben voilà, j'en rêvais, elle l'a fait, mais tu l'avais fait l'année dernière. L'année dernière. Mais cette année, c'est une nouvelle phrase que je vous invite à méditer. Oui. C'est la Tant phrase. la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse en dehors des yeux. Non. La phrase, en fait, c'est ça. T'as vu, c'est dans le journal de ce matin, j'en étais sûre, la terre est bleue comme une orange. Donc c'est la phrase qui doit apparaître dans le corpus du texte. D'accord. Et alors, j'ai l'impression, moi je me suis amusée à écrire ça dans le train en rentrant à Paris, parce que tous les matins je bois mon café et les gens se jettent sur l'Indépendant, le journal local. Et donc, il y a ce rapport comme ça, si c'est dans le journal, c'est que c'est vrai. Et donc je me suis dit, la terre est bleue comme une orange, ce serait rigolo qu'un jour on ait un gros titre comme ça, on a un scoop, la terre est bleue comme une orange. Mais je pense que les gens sont impressionnés alors qu'il faut pas... C'est des lueurs, non? C'est Éluard, et les gens se disent, oh là là, c'est Éluard et tout, il va falloir être hyper intelligent. Non, c'est beaucoup plus simple comme ça, en tout cas pour moi qui l'ai imaginé comme ça entre deux gares. Mais tu as imaginé Éluard entre deux gares, c'est formidable. Peut-être. Mais bon, en tout cas, voilà, écrire, c'est aussi prendre le temps. Et cette question du temps, je pense, elle est vraiment centrale pour tout le monde. Et elle est vraiment indéfectible de la question de la culture. Parce que c'est un chemin, la culture. Et il n'y a pas de chemin rapide.
ça prend du temps, c'est clair. Sauf si tu prends une moto. Ça prend du temps de découvrir un musée, découvrir une œuvre, d'écouter de la musique, de pas zapper. Oui, mais on est différent après, on est transformé, c'est ça qui est intéressant. On pourrait donner les dates peut-être. Ah oui, tiens, on va donner des dates. Même des filles. De l'atelier. Non, parce qu'en fait, ce qui fait penser, c'est parce qu'en fait, on a la on fera une émission, mais là, ouais. c'est la bande-annonce. C'est du 23 au 27 août, et on ouvre à Collioure, et on est hyper heureux d'ouvrir cette année à Collioure. L'an dernier, c'était à Banyuls, et on sera beaucoup au musée. Voilà, Et on ouvre notre cycle de conférences ici, et ça fait complètement écho, et ça résonne vraiment avec l'exposition qu'a imaginé Claire, Babel des Arts, parce qu'on va ouvrir avec la question de l'axénia, donc qui est la notion chez les Grecs de l'hospitalité, donc comment on accueille. Et, bien, il faut le dire, bien. Et donc ce sera Damien Carême, qui est député à Europe Écologie Les Verts, mais qui était anciennement maire de Grande-Sainte, et qui a mis en place, quand les réfugiés sont arrivés, il a organisé la ville, il a vraiment impliqué la population, fait venir un architecte, construit des petites maisons en bois de façon à ce que ces gens soient accueillis de manière digne et qu'ils puissent avoir accès aussi bien aux produits agricoles qu'à une hygiène, à de l'eau. Enfin voilà, tout ça c'était formidable quand on sait qu'à Calais, quelques kilomètres plus loin, on est dans des barrières, dans des lumières bleues qui empêchent les gens de dormir. Enfin un truc complètement inhumain, ou tellement humain que c'en est atroce. Pas plus humain qu'un SS. Exactement. Et il va converser avec Barmak Akram, qui a eu besoin, lui, d'être accueilli il y a une trentaine d'années. Il est réfugié politique en France, il est afghan et musicien. Il est poète, musicien, il joue de l'harmonium et il est aussi parolier de Mathieu Chédid. Donc voilà, ça va être une conversation autour de cette notion. Pourquoi l'hospitalité, on la retrouve dans toutes les cultures et pourquoi, quelque part, elle est aussi maltraitée. Est-ce que l'hospitalité, c'est un marché? Non, je pense pas. Alors, les Grecs disaient que l'axénia, c'était d'accueillir l'étranger, ne pas lui poser de questions, lui demander s'il avait besoin de se sustenter et de se reposer, et à la fin, lui demander des nouvelles du monde. Et c'est ça qui est magnifique. C'est toi, tu arrives d'ailleurs, qu'est-ce que tu as à me raconter du monde? Et ça, je trouve ça magnifique. Et c'est ça qui est vraiment intéressant aussi. Je rebondis sur ce que tu dis, Razerka, par rapport au propos de l'exposition, où on est là on décentre un peu notre regard et on s'interroge, on essaie de se mettre à la place, on montre des regards étrangers. Arriver sur ce territoire, quel regard ces étrangers portent sur ce territoire. Et je trouve ça toujours intéressant parce qu'on peut parfois avoir une tendance dans l'histoire de l'art, forcément d'écrire un peu l'histoire de l'art depuis chez nous, donc une histoire de l'art un peu franco-française. Et donc c'est intéressant d'aller voir et d'aller puiser dans ces regards exogènes des choses. Ça c'est super intéressant. Rudolf Fili, qui est un Anglais qui passe 18 ans à Collioure quand même, entre 22 et 39, et qui représente les tirailleurs sénégalais dans la cour du château royal de Collioure. Ces tirailleurs qui sont présents depuis 1920 à Collioure et dont on présente beaucoup de portraits dans l'exposition. Moi, j'ai vraiment découvert cet intérêt qu'ont porté les artistes étrangers à d'autres étrangers, finalement, sur ce territoire. Et donc, ils ont partagé cette étrangeté, puis cette nostalgie aussi de la terre quittée, le fait de ne pas être chez eux. Et il y a des portraits très poignants. Et je trouve que c'est toujours intéressant de montrer des regards autres. Et ça, c'était où, justement? Ça, c'est dans une collection privée. Ça avait disparu, j'imagine. Parce que moi, je savais, de par l'histoire, qu'il y avait eu des tirailleurs sénégalais et bien d'autres choses encore qui étaient passées par ici. Mais
c'est vrai que j'ignorais qu'un Gallois ou qu'un autre peintre eussent pu peindre ce type de... Ouais, moi ça m'a vraiment... Oui, parce qu'ils arrivent Mais déjà je pense que la plupart des gens ne savent pas ce qui s'est passé ici. Mais c'est ça. Tout court. Mais c'est ça. Oui. Tirailleurs ou pas, je veux dire. Et que là, on est au-delà de l'histoire de la la question de la catalanité qui n'existe que parce qu'il y a eu des apports d'ailleurs, quoi. Enfin, c'est le problème des ports, il y a des apports. Non, mais oui, non, mais ça ne vit que d'apports étrangers, c'est ça qui est intéressant. Ça ne vit pas que d'apports étrangers non plus. Je veux dire, la population locale, elle existe. Bien sûr, mais attention à ne pas... Il ne faut pas la momifier non plus, la population locale. Si, il faut la momifier aussi. Elle s'est brassée. Voilà, elle vit, elle s'est brassée. Et puis, elle a été observée aussi par des gens venus d'ailleurs qui en ont fait des portraits touchants. Et cette misère crasse, vraiment le labeur du travail à Collioure dans les années 20 et 30, les artistes étrangers, je trouve, l'ont parfaitement saisi aussi. C'est des gens qui ne sont pas restés entre eux, j'ai envie de dire, ou en tout cas qui ont porté un vrai regard sur les paysages, mais aussi sur les gens qui l'habitent et qui travaillent ce paysage. Et ça, je trouve ça toujours vivifiant. Moi, j'adore ces petites... c'est joli, ça. Ces choses où on retrouve Collioure. Bon, voilà, un Collioure qui existe encore, mais différemment. Mais, avec plus de touristes. Un Collioure étrangement vide, avec toujours une sorte de silence, de sérénité. Ah oui, alors là, pour le trouver comme ça, ma bonne dame... Si, au mois de janvier. Encore, il faut qu'il fasse froid. Et puis quelque chose qui est assez ce qui est assez étonnant d'ailleurs, et je pense que ça ressort de l'exposition, c'est de voir aussi comment on vient riche de son pays, et comment on reporte en fait cette sensibilité sur un paysage autre. Enfin, dans les artistes polonais, c'est assez fort, je trouve, la façon dont ils peignent ce territoire. Je trouve qu'il y a toujours une espèce de dimension tragique. T'as qui là, tu peux nous montrer? Alors ça, c'est Charles-Rémy Mackintosh. Donc, qui est écossais, comme son nom l'indique. Écossais, grand architecte Art Nouveau, qui n'est plus architecte en fait lorsqu'il arrive ici, à Collioure, puis ensuite Port-Vendre, mais qui, dans ses aquarelles, est étonnamment, et encore architecte. Il s'intéresse à la minéralité, à l'architecture des paysages. C'est très Il y a quelque chose qui est très solide. Ah ben oui. C'est très beau. Et j'ai pas de vue de mer, mais vous verrez quand Mackintosh dessine la mer à Port-Vendre, on dirait une mer de Mercure. Elle est lourde. Ouais. Et ça, je trouve ça très très beau. Et ses aquarelles sont de toute beauté. Et donc il passera les dernières années de sa vie à Port-Vendre il meurt en 28 et il demandera à ce que ses cendres soient dispersées au large de Port-Vendre. Donc c'est des gens aussi qui ont qui sont tombés aussi sous le charme d'une terre qui apparaissait aussi comme un pays de cocagne. L'abondance de cette terre, on sait bien que Matisse découvre l'aubergine lorsqu'il arrive ici, qu'il y a ce plaisir de couleurs, cette générosité, ça c'est magnifique. Ça, c'est magnifique, c'est Fujita. C'est Fujita qui vient passer l'été 1920. Comme ça, on a dit que c'était un japonais. Oui, et ce n'est pas un appareil photo. Et on retrouve dans sa peinture, je trouve aussi le Japon, quoi, en fait, cette culture de très élégant. Très élégant comme ça. Non, mais c'est vraiment, c'est super. Et puis, qu'est-ce que j'ai aimé aussi? J'ai beaucoup aimé un tableau que j'ai photographié parce que c'est vraiment l'état. Je trouve qu'on voit peu ça. C'est le portrait du peintre assis, complètement déprimé. Et la Suisse, le portrait d'une canne. Je trouve ça vraiment très beau. C'est pas la joie de vivre. Hein, non, mais c'est important. Oui. Non, mais en fait, ça n'était pas un Perpignan place Rigaud, je comprends. C'est très beau, quoi. Il fait partie des artistes suisses qui sont là à la fin des années 20 et qui se regroupent à l'intérieur du groupe 33, qui est un groupe d'artistes suisses antifascistes qui s'appelle Groupe 33 au moment où l'Allemagne brûle ses livres en 1933, et qui chaque été viennent à Collioure. Pas à cause de l'âge du Christ sur la croix. Pas du tout. Retrouver Jean Matisse d'ailleurs. Et c'est assez étonnant, ils font un art assez crépusculaire, je trouve. Comme un peu triste augure du désastre à venir. Il y a quelque chose qui est très, très profond, très dense dans leur peinture et qui détonne avec les paysages plutôt solaires auxquels on est habitué. Et
si je peux rebondir Mais rebondis. sur la Fais ton question du vin et de Collioure, puisque bon, Collioure, c'est cette appellation Collioure-Banyuls. Alors, je ne suis pas spécialiste, c'est ce que je dis toujours. Non, mais le gars derrière, oui. Donc, je ne sais pas si on dit Banyuls, Collioure ou Collioure, Banyuls, j'ai toujours une hésitation et sur le départ et le terminus, mais voilà. Starsky Watch, ouais. En tout cas, nous, on aura un grand moment sur le vin, sur la question de l'avenir du cru. Ouais. On va ouvrir l'après-midi au château à Collioure avec ça, en réunissant un certain nombre de vignerons pour débattre de cette question, de cet avenir, il est fait de quoi. Et ce que je trouvais rigolo, c'est que le lendemain, notre premier spectacle, c'est Omar Khayyam. Ah, très bon. Non, c'est un cri du cœur. Depuis le temps que j'attendais que mon en fasse ça, ah ben, c'est pas un vendredi au moins. Non. Et c'est vachement sympa parce que c'est donc un auteur persan qui a écrit en arabe et en persan. Et j'ai invité Safo, Barmak Akram, Mehdi Adab qui joue du oud, et à dire les quatrains de Omar Khayyam, qui est donc un poète du XIe siècle, Roubaïat, donc en perse. les Roubaïat, et qu'ils ont. Alors j'ai un tout petit extrait si vous avez envie. Ah oui, d'écouter. Moi je suis pas très machin, mais bon, je vais essayer quand même. Et en tout cas, ce que je trouve rigolo, c'est que par rapport à l'idée qu'on se fait de l'islam, et ben, c'est une manière de dire que, oui. Oui, bah lui, il était pas. L'islam, les sunnites l'aimait pas trop, il était voire ismaélien. Globalement, quand c'est on pas un représentant de l'islam, c'est un représentant de lui-même. Oui, mais les amalgames aujourd'hui, c'est tellement de choses que je me dis, c'est important de rappeler aux gens que la culture arabo-perse, elle est faite de plein de choses, et aussi de cette poésie. Bon, Khayyam, il était aussi mathématicien, il était philosophe, il était médecin, il était astronome, c'était une espèce de cerveau comme ça incroyable. Et donc voilà, et je suis contente de le faire entendre en arabe, en persan, en russe, puisqu'il y aura aussi Dinara qui sera là, et Safo. Et Safo qui... il est accompagné de musique, donc si j'ai bien... Oui, parce que Mehdi Adab est joueur de oud. Oui, la fameuse huile de oud. C'est pas ma meilleure. Il ne faut pas toujours être au top. Être au firmament. Oui, mais on n'est pas loin de la Roche-Tarpène, comme tu le sais. Qui est autofirmament. Bon, pour les nouvelles, c'est une bonne idée, ça. Envoyer avant le 20 juillet, les nouvelles, le concours de nouvelles autour du thème. Oui, c'est bien. T'as vu, c'est dans le journal de ce matin. Voilà, on y était presque. C'est beau le persan. Voilà. Le persan est beau. Le persan est moderne. Tiens, c'est Omar. J'arrête parce que c'est pas on n'a pas que ça à faire, voilà. Tiens. Mais voilà, ça donne une idée. En tout cas, voilà, tout ça pour dire que Collioure sera, à partir de cette exposition, je trouve qu'il ouvre vraiment sur l'étranger. Nous, on poursuit avec le petit festival sur ce pays et toutes les ramifications qu'on peut faire avec l'autre, quoi. Voilà. Alors, comme on est dans un moment de paysage, est-ce qu'on peut montrer le livre de Pierre? Bon, je ne referai pas la même blague, n'insistez pas, je sais que vous allez rire, mais ça n'aura pas lieu. C'est en bois. Voilà. Est-ce que c'est un rapport? Oui, paysage. Donc on ouvre donc d'autres paysages. Alors il y a des paysages humains, il y a des paysages d'ici, même des paysages hongrois. Donc c'est une sensibilité, la Pierre, si j'ose dire. Donc Pierre, parle-nous de ton livre puisque on l'ouvre. Rapproche-toi du micro, tu seras aimable.
Alors, tu vas faire un descriptif de chaque page. Tiens, viens sur scène. Non, mais c'est très bien comme ça. Parce que comme ça, tu as les images et c'est mieux, les images sont plus intéressantes que ma tête. Voilà, bon. Donc, il sort de son gâteau. Et voilà, une aimable hôtesse. Voilà, c'est gentil, tu vois. Alors, ça, c'est quand, à droite, c'est là pendant la restauration de la cathédrale de Narbonne. Mais c'est les années 92-13, quelque chose comme ça. Non. Voilà. C'était très intéressant, comme un très beau chantier qui était. Alors, à gauche, Olivier, à gauche, c'est en lien un peu avec le livre là dont on parlait tout à l'heure, puisque c'est Olivier Poussier qui est en train de commenter des vins. Première journée qui s'appelait la Journée internationale du Grenache, c'était une idée donc Poussier, peut-être. Non, c'était marqué, comment il s'appelait, et Jean l'Héritier. Donc Marc Parcé, donc le frère. Ça c'est rigolo, ça c'était un défilé de mode au Palais des Rois de Majorque. Je me souviens pas qui avait eu l'idée de faire ça. C'est dans les années 90, quelque chose comme ça, à peu près. C'était fun, hein. C'était rigolo. Et alors, c'était une bonne idée de faire ça là-bas. Et puis, entre deux défilés, voilà, bon, bref, ça s'est fait comme ça. Il y a Fangio à droite. Non, alors à gauche, à Paris, la première manifestation à vélo, c'est les années 60, je sais pas, 10 par là, quelque chose comme ça. Ouais. Et à ce moment-là, c'était, il y avait il y avait c'était l'époque où on mettait des gros trucs antinucléaires sur les voitures. Vous vous souvenez de ce truc-là, voilà. Voilà. Mais c'était, ça avait été énorme le nombre de personnes qui avaient participé à ça. Oui, il en reste quelqu'un sur des vieux machins VV, tu sais, voilà. C'était actif, c'est ça. C'était actif aujourd'hui ou radioactif demain. C'est ça. Actif aujourd'hui ou radioactif demain. C'était ça l'argument. Oui, c'est ça. Tu te souviens pas ça, mais il y a des photos là-dedans. Enfin, tout n'est pas là. Voilà. À gauche, c'est à Montserrat. À droite, c'était très touchant. Ça, c'était quand était restaurée l'ancienne prison de Perpignan, là, le couvent Sainte-Claire. Et pendant la restauration, bon, je sais pas, j'avais réalisé des photos parce que je faisais souvent des photos pour la DRAC quand il y avait des restaurations comme ça sur des bâtiments intéressants. Et donc j'allais faire des photos pour archiver là quelque chose. Et puis j'ai fait le tour un peu de toutes les cellules. J'aime bien photographier. Les graffitis, il y a de tout. On peut tomber sur des trucs complètement orduriers sans intérêt, mais quelquefois on trouve sur des belles choses. Et là c'était très beau. C'était une grande pièce, donc une salle commune, on va dire, hein, une cellule commune, je sais pas. Et c'est un tag, c'est écrit en anglais. Donc c'est marqué. Alors c'est marqué en anglais. La chute d'un homme n'est pas la fin de sa vie. J'avais ça dans la circonstance, dans le lieu, et pour moi ça c'est vraiment la photo. C'est-à-dire que en soi, photographiquement, ça n'a aucun intérêt, ça c'est un document. Sauf que et oui, mais la photo c'est bien ça. C'est-à-dire que il y a des situations où le photographe ne fait rien d'autre que constater. Ouais, sauf que c'est quand même important d'archiver ça, que ça reste, parce que ce mur-là, et aujourd'hui tout a dû être transformé, refait, etc., etc. Et cette phrase, elle a une dimension, une force phénoménale, par rapport au lieu, bien sûr, hein, où la personne a écrit ça. Et le langage photographique, pour moi, c'est beaucoup, c'est d'abord ça, en fait. C'est d'abord ça, parce que tu reçois quelque chose, tu te promènes, tu vois ça, comme une belle lumière. Parce que j'isole. Ouais. Mmh. C'est une écriture, c'est pas une écriture. C'est au-delà d'une écriture, ça a une portée, je dirais, spirituelle, une force phénoménale. Tu peux construire, tu peux déplacer des montagnes avec ça. Enfin, tu peux redonner envie de vivre à des personnes, tu vois, je veux dire. Je pense que l'écriture, c'est la même chose, en fait. Oui, mais c'est l'écriture. C'est l'écriture. Ce que je veux dire, c'est que souvent, alors oui, on pourrait rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de donner le goût, de s'instruire, donner le goût. C'est celui ou celle qui a écrit ça. Là, c'est pas dit je vais écrire un grand roman, mais ce qui est sorti là, ce que la personne a laissé sur ce mur, c'est quand même la personne qui écrit ça. C'est pas par hasard. Et donc
Oui, pour moi, ça a une force, je sais pas, ça va au-delà de beaucoup de choses que des personnes écrivent en ressentant la nécessité de grands détours, de choses, je sais pas quoi, intellectuelles, ou je sais pas quoi. J'ai l'impression que quand quelque chose se passe, enfin, quand il y a une vraie rencontre, c'est toujours un moment suspendu hors du temps en fait. C'est-à-dire quand on lit un texte qui nous touche, quand on regarde une photo, quand on visite une expo, on échappe au temps en fait. Et c'est pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, arriver à échapper à cette course un peu en avant et à se dire qu'à un moment donné on a l'impression que quelque chose nous dépasse. Si tu mets cette image avec le texte que tu as grandi, que tu as grandi avec la traduction qui met la chute d'un homme n'est pas la fin de sa vie, prison de Perpignan telle année, tout est dit. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement intemporel et qui dépasse notre humanité, tu vois. Il y a une dimension. Voilà. Et oui, et ça c'est un message pour l'éternité qui reste que je vois. Non mais la chute d'un homme n'est pas la fin de sa vie, indépendamment enfin, de ce monsieur qui l'a écrit en prison, ça concerne absolument tout le monde. C'est ça que je trouve magnifique. C'est que c'est absolument universel, ça peut concerner tout le monde. On traverse tous des moments où on a l'impression de rencontrer une chute. Sauf que là, comme c'est écrit dans une prison, c'est amplifié si tu veux, et donc c'est encore plus, ça entraîne encore plus enfin, je dirais l'humanité tu vois, ça nous concerne d'autant plus que ça prend ce caractère universel. Tout le monde est concerné par ça, à un jour ou l'autre dans sa vie. Tout le monde, d'une façon ou d'une autre. Alors, on va présenter la collection Arcatron, qui me semble très importante et pas assez connue. Je sais, Nicolas, je sais, tu me le dis. Elle n'a pas besoin d'être très connue, la collection. Oui, parce qu'il y a peu d'éditions. Parce que non, mais j'en ai quelques-uns à la maison, je fais monter la cote. Donc, qu'est-ce que c'est? Mais moi, je ne la connaissais pas, par exemple. Ah, ben regarde, alors, je vais te montrer le deuxième volume. Donc, c'est le principe, c'est une... Ça, c'est la dernière édition, donc c'est une jeune artiste. Oui, qui travaille à Elne. Ouais. Elle a un atelier que tu peux visiter dans le métier d'art, là, le petit jardin des métiers d'art. Donc, elle fait, alors, il y a associé à l'artiste visuel, il y a des textes. De Pierre Melendez, c'est un poète, il fait de la poésie, il est du côté de Mazamet. D'accord. Voilà, ils se connaissent, et donc ils ont travaillé ensemble, et elle fait des personnages très colorés. Elle aime bien les porcs et les petits poissons. Oui. Et elle met des mouettes aussi partout. Voilà. Donc, et donc le principe, voilà, c'est elle qui voulait un accordéon. Alors on a fait un accordéon. Mais après il y en a d'autres. Par exemple, si tu veux des petites traversières. Michel Pagnou, non, il voulait lui que ses peintures soient, voilà, il se présentait comme ça, comme c'était des petites bulles bandes dessinées. Oui, c'est ça, oui. Les comics, donc on l'a présenté plutôt comme ça. Mais tu vois, Caroline, elle voulait un accordéon pour qu'on ait les textes en regard des peintures. Oui, alors que ça fasse bon. Parce que soit d'un côté tu n'as que les poésies, si tu veux ne lire que les poésies, et puis de l'autre côté tu n'as que les images. Voilà, donc ça c'est Caroline. Il y a 3 niveaux de jeu qui ne sauraient plaire à Pierre. J'aime les assonances. Il y a le texte, le visuel et le livre lui-même qui est un objet. Oui, c'est une boîte. Et la typo qui va avec. Et puis Caroline a dédicacé les exemplaires. Voilà, donc tu vois, on a commencé en 1995 la collection Arcatron. Donc c'est Jean Casagrand qui gère? Oui, alors depuis quelques années, une dizaine d'années, c'est Jean qui est directeur Jean Casagrand qui est directeur de collection. Donc avec lui, on a fait le Poumelade en 2016, Pagnou, celui-là, Pagnou qui travaille à Oupoul. C'est lui qui avait fait le Henri l'Héritier avec... Oui, avec Claude Massé, les collages de Claude Massé. Donc, le texte de Henri qui était paru dans l'Indépendant, parce qu'en fait, l'Indépendant lui avait demandé pour le supplément du bol d'air de mettre en valeur des lieux ou des endroits du pays, ou évidemment, en Henri l'Héritier, on avait fait
Oui, c'est un Capharnaüm, un caravansérail. Voilà, donc c'était très drôle. On avait fait Et la bon, route les- de la soie, de la soie. Voilà, les petits collages les collages de Claude Massé permettaient d'illustrer ces délires. Est-ce qu'on les trouve ailleurs que devant nos yeux et Bobby? Oui, la librairie Torquatis, oui. La librairie Tostaki, comme Torquatis. dirait la Liliane Ducois, qui tord tous les mots. Voilà. Tu peux Mais les c'est- trouver là-bas. Et bon, c'est le principe en fait au départ, c'était de on sortait des planches comme ça, tu vois, de cette manière, de façon à ce que les gens, s'ils ont envie de faire une expo chez eux, hein, ils prennent chaque planche, ils la mettent dans un cadre et tu peux te faire une Ouais, petite voilà. expo à la maison. Tu fais ton musée de Collioure chez toi. Et te donne des dessins. Oui, des photos ou voilà, D'accord. ou scanner, ça, j'ai scanné toutes les petites planches Ça veut dire Michel que eux, par Fagnon. exemple, chez eux, ils ont des archives de toutes leurs... Oui, où on va avec un photographe les photographier, voilà, ça dépend. Là, Michel, eh ben, on a. Bon, ça vaut le coup d'œil quand même. Oui, oui. On s'y perd là-dedans. Tu Oui. peux y passer un moment. C'est vrai. Il faudra qu'on reparte à un moment donné quand même. Voilà, il expose d'ailleurs Michel en ce moment à Oufoul. Oui, où il vit d'ailleurs. Il vit. Je ne vais pas dénoncer, mais il vit en Poule. Voilà. Derrière Ça, il a Périos. fallu le Non, avant scanner. Bon, voilà. Derrière Sals. C'est un travail. Un peu D'accord. Voilà. Ouais, mais le principe, c'est que tu peux voilà, tu peux faire ton expo chez toi. si tu veux. Voilà, fais ton expo toi-même, fais sa bière. Voilà. Ça, Oui, c'est sur ton- Sals, comme on dit en catalan. Ce livre, c'est l'activité de la maison d'édition. Mais pas principalement. Non. Voilà. Non, parce ça, qu'il y a- j'en fais il- un par an quand c'est Quand on trouve faisable, un quand- artiste. Voilà. Et en fait, là, on est parti avec Jean, on voulait partir sur autre chose. C'était utiliser la boîte et mettre un disque dedans. Parce qu'il faisait les Oui, concerts dessinés. Parce à que un Jean moment donné, Casagrand, c'est le président du Festival international du disque et de la bande dessinée. Donc, D'accord. il a fait des concerts dessinés. C'est-à-dire des gens qui jouent, enfin bon. Avec Et des avec grands des dessinateurs dessinateurs. qui illustrent, qui étaient invités au Festival international de la BD, qui illustrent le concert. quoi. Cette année, on aura peut-être le nouveau dessinateur de Corte Maltese qui sort un album, Donc, c'était- Ruben Pellicer, qui habite à Badalone, pour ceux qui s'intéressent. Donc on voulait partir sur donner notre orientation à la collection. Donc, Ouais. on pourra Pourquoi tu revenir dis- éventuellement. Le nouveau Parce dessin. qu'Hugo Pratt est mort. Ah. Ça m'a fait quelque chose, 95, comme ça. Je revisais mes cours de droit. Pour rien, puisque finalement je suis diplômé en histoire, enfin passons. Donc, Voilà. alors, c'est la fin de cette émission parce que je viens de le décider dans ma tête. C'est le quiz. Et le quiz, ah oui, non, mais on parlera du quiz Ah. plus tard. Bon, salut Elodie au passage. Alors, c'est le moment publicitaire, vous allez vendre tous vos produits. On va commencer par le début. Alors, on est ici au musée, donc l'expo... Je ne vends rien. Non, oui, bon, ça va. Si vulgaire. 25 €, hein. Bon, Je alors... propose et j'invite, voire je convie, à découvrir l'exposition Collioure Babel des Arts Ouais, tous les jours. Nous sommes ouverts ouais, jusqu'au 3 octobre. voilà. De quelle heure à quelle heure? Moi, 10h midi, Voilà. pour méridienne, et puis 14-18h. D'accord. Et c'est situé où? À Collioure? C'est situé à côté de la cave des Dominicains, qui est un repère, voire un phare dans la ville. Voilà. Euh, Il y a du vin, déjà. Et tout au long de l'été, et ça c'est disponible sur notre site internet, on propose beaucoup d'activités, des balades dessinées, des cafés littéraires, des ateliers créatifs, autant de moments pour rentrer dans l'exposition aussi par la main et le faire, et pas uniquement par l'œil. Puisqu'on peut faire et contempler au musée. Voilà. D'accord. Et dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Tout à fait. Ouais, c'est pas ma meilleure blague non plus, je la retire du spectacle. Dans la foulée, si j'ose dire, on a Razerka, alors ton festival, ton petit fest, ça commence quand? Parce Ça qu'on se commence- reverra juste oui, la on se- veille. Ça commence le 23 août. Ouais, Ça commence à Collioure. ouais. Ah ben, ça Et tombe ça bien. commence au musée d'art moderne. Non. Oui. Il y aurait un lien, finalement, je sais pas si c'est incohérent. Expliquez tout ça. Ouais, on a fait un deal. Ouais. Vraiment un gros deal horrible. Enfin, super. Elle va Comment gagner on beaucoup dit, d'argent en et moi aussi. catalan. D'accord. Non, ça commence à Collioure. Ça se terminera à Cerbère Ouais, avec le bal ouais. et le Ouais. Petit Prince, sous réserve que Gallimard nous donne les droits. Ah, on oui, les de attend. Saint-Exupéry. De Saint-Exupéry avec là j'ai rassemblé
une grande partie des artistes qui seront là tous les autres soirs pour les spectacles. Alors, donne-nous des noms, fais du name dropping, comme on dit en catalan. Bah, en fait, je vais pas faire vraiment. Il y a tellement de gens qui sont formidables. Aussi bien chez Denis vient, chez les scientifiques, chez Caroline Fernandez qui est boulangère, André Drive qui est paysan et maraîcher à Elne. Il y a Fabien Forgue qui fait de la farine et qui travaille, qui propose vraiment une manière de continuer à faire du pain avec des farines en circuit court et qui font pas mal au ventre. Voilà, il y aura aussi Marie-Monique Robin qui viendra présenter La fabrique des pandémies à Cerbère. Donc ce sera son film avec un débat qui suivra avec Boris Egonet et François Schneider qui ont créé l'association Cactus Cerbère. Il y aura toute cette journée sur la Terre qui se conclura avec Sénèque, des extraits de Phèdre, puisque Sénèque avait dans Phèdre parlé des dangers de la civilisation. Et là, on a réuni Denis Lavant, Seb Martel, Sébastien Martel et Karine Gonzalez. Pour Le Petit Prince, on aura les mêmes, plus Arthur H, plus le Barreau des Vels, plus Mariana Lézin, qui est une magnifique metteur en scène de Perpignan, du Théâtre des Possibles. C'est une jeune femme qui dirige maintenant ce théâtre et qui est extrêmement dynamique, qui fait beaucoup de choses et qui va faire la Rose dans Le Petit Prince. Voilà, il y aura donc le Barreau des Vels à Port-Vendre, une compagnie magnifique cirque et art plastique. Il y aura Christelle Pinault, anthropologue, qui viendra nous parler de l'épopée du vin nature. Voilà, est-ce que j'ai oublié des gens? Enfin, voilà, mais le mieux, c'est de regarder le petit festival de la Côte-Vermeille.fr et puis comme ça, vous aurez le programme complètement déployé, délayé, et vous pourrez choisir, piquer dedans ce qui vous intéresse. Donc, camarade ici, je sais que tu as une présentation à Tostaki, Torcatis, jeudi prochain. Oui, ce jeudi 16. Voilà, ce jeudi. Alors, c'est on goûtera de l'étoile. Hein. Oui, alors voilà, montre le livre. Voilà. Allez, montre le livre, n'aie pas peur. Donc, ça sera la jeudi, couverture qui est faite par la voix désincarnée de mon ami Pierre Parcet, mais qui existe en vrai. Donc 43 portraits et Marie-Louise Bagnols aux éditions Biforte, puisque tu as une collection dirigée par Alain Potier, dont c'était l'anniversaire hier. Voilà, on souhaite un bon anniversaire. En retard, comme pas non-anniversaire comme dans Alice au Pays des Merveilles. Donc tout ce beau monde sera donc à Torcatis. Voilà. Est-ce que Bobby reviendront, parce que la dernière fois qu'on l'a présenté, on avait tous les vignerons avec leur vin à la Bigatane et on a passé un bon moment et pas qu'à parler. Je demande parce que sinon je reviens. Oui, voilà. Donc, il y avait une question là? Non. Est-ce qu'il y a un site? Est-ce qu'il y a un site pour retrouver tous les livres en ligne? Oui, www.lamaisondédition.com. Traducaire. Très beau, c'est bien, ouais. On mettra le lien quand même. Il y a une maison, il y a un lien, une maison d'édition. Mais bien sûr, musécolure.com. Voilà. Donc vous me donnerez tous les liens comme ça en additionnant. On remercie Camille qui a mangé silencieusement son sandwich. Tu as été formidable, Camille. Je crois, si j'ose dire, sans vous vexer, c'était la meilleure. Stagiaire au Traboucaire. Stagiaire au Traboucaire. Et on remercie car enfin, le voici, le mystérieux Pierre Parcet. Et donc on se donne rendez-vous pour un prochain direct. Voilà, regardez le paysage derrière, c'est magnifique. Voilà. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été là. On se retrouve sur l'Archipel Contre-Attaqué sur YouTube.